Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette seconde édition des Ateliers du numérique réalisée par Télécom École de Management en partenariat avec le Cercle Les Échos et canalchat.com. Alors thème de cette seconde rencontre, le tout connecté, jusqu'où ira-t-on? C'est tout un programme et pour répondre à cette question très ample et pleine d'actualité, on a réuni un plateau de choix. On a commencé par Denis Lescope. Bonjour Denis. Vous Bonjour. êtes maître de conférence en économie et directeur de la recherche de Télécom École de Management, c'est ça? C'est Tout vous à le fait. le big boss de la recherche. On peut dire ça. D'accord, c'est bien, bravo. À ma droite, juste là, Thierry Ischia, bonjour. Bonjour, Vous êtes maître de conférence en stratégie à Télécom École de Management. absolument. Ouais. Voilà. Et notre invité un peu externe, Yann Collet, qui est chef de produit machine to machine. Vous nous expliquerez ce que c'est. Il y a des questions là-dessus. Ça a Tout à intrigué beaucoup les internautes. Chez Orange, au sein de Orange Technocentre, Exactement. à Châtillon. C'est à Châtillon. Voilà. Bon, messieurs, le but du jeu, c'est de prendre un maximum de questions, d'y répondre le plus précisément possible, quitte à ce que vous ne soyez pas d'accord entre vous d'ailleurs. Donc, on commence par la question toute simple qui a le mérite de planter le décor, une question de Justine. Qu'appelez-vous le tout connecté? Alors, qui commence? Allez, Je vais allons-y. prendre la parole. Donc, Yann. le tout connecté, moi je vois ça comme un concept qui décrit une situation future. On n'y est pas aujourd'hui. C'est un monde dans lequel un peu tous les objets, enfin une grande partie des objets du quotidien seront d'une façon ou d'une autre connectés. Alors pour faire quoi? Ça, c'est ce qui reste à découvrir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de connecté? Il y a déjà beaucoup de choses. On a des ordinateurs, on a des téléphones, on a des tablettes. L'idée, c'est que demain, de plus en plus d'objets seront connectés, même ne serait-ce que pour dire « je suis là ». Et à ce moment-là, on rentrera dans cette ère-là. Alors, tout le monde est d'accord avec cette définition? Vous avez des Ouais, il y a des compléments? Il y a effectivement quelque chose d'intéressant dans ce que vient de dire Yann, c'est qu'on y va à grands pas, c'est clair, on va vers le tout connecté. Pour le moment, il y a beaucoup d'initiatives Après le micro. qui sont menées par divers acteurs et qui vont faire le lit effectivement de ce que sera plus tard le tout connecté. Mais effectivement, moi je pense que ça, un peu ce qu'a dit Yann, ça renvoie à un ensemble de technologies qui permet fondamentalement de faire communiquer des objets entre eux. De manière autonome, de manière intelligente, et ce, généralement, sans l'intervention de l'être humain. Voilà. Un complément? Oui, à peu près d'accord avec toutes ces définitions. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est pas si futuriste que ça. Je pense qu'on y est déjà plus ou moins avec nos téléphones portables, avec l'arrivée du smartphone. Je veux dire, il suffit. Je regardais dans la presse, on parle des débranchés maintenant, ceux qui arrêtent de prendre leur téléphone mobile pour répondre à leurs emails tout le temps. Donc, c'est bien qu'on a déjà cette notion de brancher, de connecter. Alors, c'est pas peut-être tous les objets, mais je pense que tous ceux qui ont un smartphone, on peut les considérer comme des gens très connectés et tout connectés. Pour les personnes, nous y sommes déjà. Oui, et alors justement, vous êtes formidable parce que ça fait une belle transition, parce qu'effectivement, là, c'est l'homme qui est plutôt connecté via son smartphone. Et donc, la question que tout le monde, qui intrigue tout le monde, c'est quoi un chef de produit machine to machine? Parce que le fond du sujet, c'est ça, c'est les machines qui sont connectées, c'est pas seulement l'homme. Oui, alors à la base, c'est au niveau des opérateurs, tous les opérateurs dans tous les pays, il a été remarqué que certaines cartes SIM n'étaient pas utilisées pour des êtres humains. Et on s'est rendu compte que finalement, leur faire les mêmes packages tarifaires avec les mêmes offres que pour les êtres humains, c'était pas très intéressant en fait. Donc il a été nécessaire d'inventer des offres dédiées aux machines et c'est comme ça que le secteur est né. Et de plus en plus, ça s'est spécialisé. Ce n'est pas seulement un package tarifaire différent, ce sont aussi des outils de gestion adaptés à des flottes de machines. D'accord. Vous avez un exemple justement de flotte de machines ou d'offres actuelles, existantes? Ouais. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Ah bah justement. L'intérêt du machine to machine, c'est que ça couvre à peu près tous les domaines. Je pense qu'un domaine très en pointe, ce sont les voitures. Il y a de plus en plus de voitures qui sont connectées, soit directement dès l'usine, soit en rajoutant des boîtiers à l'intérieur. Et puis petit à petit, on rentre dans même des objets du quotidien, comme des personnes qui sont connectées. Je pense que l'industrie, de façon générale, est en train d'investir massivement là-dedans. On parle des compteurs intelligents, donc qui font des réseaux de collecte automatique. Donc on pourrait citer beaucoup d'exemples pendant très longtemps. C'est un peu l'amplitude de ce sujet. Ça va toucher tous les domaines. Alors on enfonce le clou un petit peu avec ce machine to machine et on vous demande quelle est votre mission. C'est Elisa qui vous demande quelle est votre mission à vous personnellement. Donc sur quoi vous travaillez, quoi, grosso modo. Alors donc au sein d'Orange, on a des entités qui sont chargées d'inventer les produits de demain.
Alors, quand on parle de produit, c'est pas juste un produit physique, c'est bien la façon de le vendre, à qui ça s'adresse, la façon de communiquer dessus. Et il y a quand même à un moment donné aussi, c'est quoi ce produit, comment il est fait, et il faut bien en suivre le développement jusqu'à ce qu'il aboutisse. Donc la mission d'un chef de produit, c'est bien ça, c'est de trouver un besoin, soit avéré, soit de le deviner, d'inventer le produit qui va avec, et d'en suivre la réalisation jusqu'au jour où on est capable de le vendre. D'accord, très bien. Alors, on nous pose une question là, on rentre un peu dans le vif du sujet, avec un point particulier de Polo qui nous demande, et la télé connectée, c'est quoi ? Est-ce qu'on est dans le sujet déjà ? Ouais, il me semble. Oui, tout à fait. Allons-y alors. Qu'est-ce que c'est la télé connectée ? Est-ce que ça existe déjà ? Alors, oui, Est-ce que c'est déjà des offres commerciales ? Ça existe déjà. Je pense qu'il y a déjà un certain nombre d'offres commerciales qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. La télé connectée, c'est quoi ? C'est aujourd'hui 90% des ménages sont équipés de téléviseurs, mais c'est des terminaux, on va dire, passifs. Autrement dit, c'est branché, raccordé à votre antenne, toute la connectique qu'il peut y avoir derrière. Mais la télévision, la télé en soi, telle qu'on la connaît dans cet état-là, elle est passive. On récupère un signal, et les gens sont assis devant leur petit écran, leur grand écran. La télé connectée, on prend une nouvelle dimension en ce sens que typiquement, vous allez pouvoir accéder à un certain nombre de contenus disponibles sur le web, généralement, et donc vous allez pouvoir en gros utiliser votre télévision comme si vous utilisiez votre smartphone ou votre ordinateur. C'est-à-dire qu'elle est connectée au web, et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez vous douter qu'il y a toute une panoplie de services en termes d'offres de contenu, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, qui seront offertes aux utilisateurs. Oui, moi j'aimerais réagir. Je pense que on parle plutôt la télé, oui, comme tu disais, ça a toujours été connecté. On va parler de télé interactive maintenant. C'est un peu ça le sens. Alors, on a déjà des niveaux d'interactivité à l'heure actuelle. Il y a les guides électroniques, par exemple, auxquels on a tous accès pour voir un peu ce qui se passe sur notre télé, KDSL. Je pense que ce qu'on essaye de voir avec la télé connectée, c'est d'aller encore plus loin dans l'interactivité avec le contenu. Donc il y a pas mal de choses à l'heure actuelle ce qui se passe. Je pense que là c'est déjà pas mal, ça a déjà pas mal avancé, notamment grâce à la télé sur ADSL, qui permet une voie de retour, donc qui permet vraiment d'interagir avec le contenu. Sur la télé classique, la TNT, c'est quand même un petit peu plus compliqué d'interagir. Donc voilà. Je vais compléter en disant que c'est un exemple très intéressant parce qu'on voit bien là un produit qui à l'origine n'était pas entre guillemets connecté. Certes, il reçoit un signal, mais il n'a pas d'interaction et qui le devient. Et pourquoi ? C'est une bonne question en fait. Donc on va avoir comme ça tout un ensemble de produits qui vont devenir connectés parce que c'est intéressant, c'est à la mode, ça permet qu'on parle de soi. Quel est l'intérêt de rendre une télé communicante ? Il y en a sûrement plusieurs. Il faut savoir que dès aujourd'hui, on a beaucoup de télés qui sont communicantes, ne serait-ce que parce qu'il y a derrière soit une console de jeux de salon qui offre un maximum de services très interactifs, soit même les set-top box des opérateurs qui est également une panoplie d'offres très interactives. Ce qui importe au final, c'est même pas qu'elle soit connectée, c'est quoi l'écosystème derrière ? À quoi ça me donne accès ? C'est pour jouer avec mes amis, c'est pour télécharger du contenu, trouver des films. Il faut qu'il y ait quelque chose à aller chercher. Le fait que la télé soit connectée, juste, ça ne sert à rien. Oui, ça fait penser, si vous me permettez, ça fait un petit peu penser aux terminaux mobiles, parce que pendant une décennie, on nous a bassinés avec l'interactivité, l'Internet mobile, etc., jusqu'à ce qu'il y ait un constructeur qui invente un smartphone. Et là, il y a eu l'écosystème dont vous parlez, il est né grâce à ce constructeur. Avant, il n'existait pas. Vous aviez tous essayé, les opérateurs, et ça ne marchait pas, quoi. Tout le monde s'en foutait. On est bien dans l'esprit de, à un moment donné, ce monde s'ouvre à l'extérieur et crée un écosystème parce que beaucoup de tiers, beaucoup de sociétés peuvent venir y contribuer. Et avant, ce monde-là, il est fermé parce qu'il y a une sorte de captation de la valeur par celui qui est présent et qui se dit tout ça c'est à moi et j'ai pas très envie de le partager. Et en fait, c'est une perte de valeur. Le nouvel écosystème a montré qu'en permettant à des tiers de venir, on accroît la valeur. Très bien, une question de François. Il va y avoir la télé connectée, on vient d'en parler, la voiture connectée, point d'interrogation, c'est quoi le prochain truc connecté ? On peut peut-être en profiter pour parler de la voiture, puisqu'il le cite là, François, et après, éventuellement, ouvrir sur les prochains trucs, comme il dit, connectés. Alors, qui commence ? Alors sur la voiture connectée, effectivement, c'est aujourd'hui un gros business et un gros relais de croissance pour les constructeurs automobiles qui sont en grande difficulté aujourd'hui, on le sait. Alors les premiers prototypes, les premières expérimentations de voitures connectées sont âgées. Dès le début des années 80, il y avait déjà des prototypes, des expérimentations qui étaient faites. La voiture connectée, encore une fois, on va rajouter
dans la voiture un certain nombre d'outils, de systèmes qui vont permettre, d'accéder à des contenus. Donc là, on est dans le domaine de ce qu'on appelle les IV, In-Vehicle Infotainment System. Il y a également l'enrichissement de fonctionnalités qui existaient déjà, c'est-à-dire tout ce qui va être navigation, sécurité active, passive, qui vont être contrôlés encore une fois par des systèmes communicants. Mais d'une manière, la voiture connectée, encore une fois, c'est un objet dans lequel on est venu rajouter de la connectivité en utilisant des technologies de l'information et de la communication. Et cette connectivité-là, elle permet de créer toute une panoplie de services. Et ça fait un petit peu écho à ce que disait Yann tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut bien garder en tête que les technologies qui permettent de faire du tout connecté aujourd'hui, elles existent. On a bien sûr dans la tête des ingénieurs, des marketeurs, on a déjà un certain nombre d'idées sur les services qu'on va pouvoir d'ores et déjà proposer. Mais ce qui est extrêmement stimulant intellectuellement lorsqu'on travaille sur ce domaine, c'est que tout reste à faire en termes de services. Il y a une telle richesse fonctionnelle qui peut être délivrée avec les technologies de l'information que un des challenges à venir, ça va être d'inventer les nouveaux services et en corollaire, d'être capable de les monétiser, c'est-à-dire de faire de l'argent avec ces services, parce que c'est quand même le but premier de ceux et de celles qui œuvrent dans ce domaine-là. Oui, autre chose sur la voiture déjà. Thierry a déjà dit pas mal de choses. Juste, c'était peut-être une réaction sur les premières discussions qu'on a. Ce qu'on entend par connecter, je pense tous les trois, c'est une connexion intelligente. Parce que dans l'absolu, tout est connecté finalement, dans un réseau, dans des trucs comme ça. Donc ce qu'on entend, c'est une connexion intelligente avec l'ensemble avec d'autres éléments et avec son environnement. C'est un peu ça la voiture connectée. C'est une voiture qui réagit en fonction de son environnement finalement et qui va s'adapter ou des choses comme ça. Alors, première polémique, je ne suis pas d'accord. Ah, super, excellent. Et non, je considère comme connectés également des objets qui n'ont pas vocation à l'être et qui vont le devenir, ne serait-ce qu'une boîte de biscuits. Alors une boîte de biscuits, on se dit, voilà, quoi ça sert objet de communiquer ce truc-là C'est sûr qu'on n'attend pas une grande intelligence à l'intérieur de la boîte de biscuits, mais ne serait-ce qu'elles disent « j'existe et je suis là », c'est un gros avantage pour les chaînes logistiques. Et en soi, cet objet rentre dans une logique du tout connecté. Oui, mais justement. Je vous en prie. Justement, tu viens de le dire exactement, tu rajoutes un peu d'intelligence, c'est-à-dire le fait que l'objet dise « je suis là », c'est de l'intelligence qu'on rajoute. Il ne laisse pas simplement pluguer en attendant comme ça, c'est-à-dire qu'on l'attache et il peut se manifester, donc la connexion est intelligente. Le débat sur la télé, c'était ça, la télé a toujours été connectée. Maintenant, la connexion dont on parle, c'est une télé qui va devenir intelligente avec laquelle on interagit. Tout à fait. Comme la boîte de biscuits que tu décrivais. Mais on termine juste sur la télé. Est-ce que déjà, d'ores et déjà, avec cette télé, donc on a bien compris le principe, la télé connectée intelligente, je me méfie toujours quand on dit intelligent, c'est comme quand on dit on va faire un truc drôle, en général ça tombe à plat, mais bon, là intelligent, en général le truc est complètement idiot, mais bon bref, admettons qu'elle soit intelligente. Est-ce qu'on a déjà distingué les usages que le commun des consommateurs trouvait utiles, intéressants, s'appropriait, mettait, enfin voilà, ou pas encore? Parce que honnêtement, je suis un peu ancien. Ça fait 40 ans qu'on en parle, de la télé interactive, je suis désolé. Mais alors pour le moment, effectivement, je parle sous le contrôle de mes collègues invités. Pour le moment, je dirais que la plupart des usages qui sont envisagés autour de la télé connectée sont à quelque chose près relativement proche de ceux qu'on peut aujourd'hui délivrer à travers une console de jeu. Et le set-top box des FAI et autres opérateurs. Donc ça va être principalement, au moment où je vous parle, l'accès à des offres de contenu, ça veut dire de la vidéo à la demande, ça c'est déjà fait. Ça va être la possibilité d'utiliser sa télé comme terminal pour surfer, pour accéder encore une fois à tout un tas de services. Pour le moment, encore une fois, c'est ce que je disais, je pense qu'il y a des services à créer, à inventer. Et derrière, il va falloir penser effectivement, encore une fois, excusez-moi, c'est peut-être une orientation professionnelle liée au fait que je sois enseignant en stratégie, mais il faut monétiser derrière. Ça n'a pas d'intérêt sinon. Oui. Alors, si on veut chercher dans le concret des exemples aujourd'hui, on risque d'être un peu déçu parce que pour la plupart des gens, on va chercher un objet connecté dans sa vie du quotidien. Donc un objet qu'on a à la maison. C'est pas dans ce domaine aujourd'hui qu'on fait du tout connecté. C'est surtout dans l'industrie. On va rendre beaucoup plus efficace la distribution de l'eau. C'est la question donc on passe à c'est quoi le prochain donc effectivement. Absolument. Là aujourd'hui, il y a des questions même d'économie d'énergie qui sont très bien répondues par ces technologies-là et qui donc ont vocation à se déployer rapidement dans les 2, 3, 4 prochaines années. Donc si on parle à court terme, c'est moins dans la maison
que dans les industries et les infrastructures, on va voir la technologie se déployer concrètement. Et on sait très bien qu'une fois que cette technologie existe et qu'elle atteint des tailles qui permettent d'avoir des coûts compatibles avec le marché grand public, elle se diffuse. Et là, on va la retrouver dans nos objets quotidiens. Excusez-moi de vous interpeller, mais est-ce que c'est pas un biais classique de France Télécom, Orange, de dire que ça commence toujours par le professionnel? Moi, je me rappelle très bien qu'au moment où le téléphone mobile s'est développé, il y avait des gens formidables, des ingénieurs formidables chez vous, qui nous disaient oui, mais ce sera une application professionnelle parce qu'on a le meilleur réseau de publiphones au monde, vous savez, les cabines téléphoniques. Et donc, effectivement, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Est-ce que c'est pas un prisme habituel chez vous? Alors, en fait, c'est pas chez nous, c'est dans l'ensemble de l'industrie. Quand on travaille au niveau professionnel, on a la possibilité d'aller vite et on a la possibilité de travailler concret tout de suite. Alors que dans le monde du grand public, on doit passer d'abord par des étapes d'interopérabilité et de normes. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de discussions, et en plus c'est très difficile de travailler dans le vide sur des choses qui n'existent pas. En travaillant en avance de phase dans les entreprises sur des choses industrielles qu'on peut faire tout de suite sans attendre que toutes ces normes soient en place, on rend le sujet plus concret et en fait on facilite les choses pour passer à l'étape d'après. D'accord. Oui. Moi, j'avais un petit truc à ajouter, là, c'est aussi toute la problématique de Smart City, dont on parle quand même pas mal, chez IBM et chez tous les grands du secteur. La ville intelligente, ça commence un peu, là, on commence à avoir les panneaux publicitaires un petit peu interactifs, on commence à avoir des villes qui proposent des bornes interactives au milieu des jardins, des choses comme ça. Donc c'est un peu ce que tu exprimais, c'est pas que le professionnel dans la vie de tous les jours, dans la cité, dans la ville, on va commencer à proposer un peu d'interactivité partout avec des objets avec lesquels on n'interagissait pas avant. D'accord. Je pense aussi là, on a... Alors, Guilo nous demande quelle perspective ouvre l'arrivée de la 4G. Est-ce que tout est lié? Est-ce que le tout connecté est lié à la 4G ou pas forcément? Est-ce que la connexion, est-ce qu'elle se fait sans fil ou pas forcément? Alors, aujourd'hui, en général, quand on parle de technologie tout connectée, en fait, c'est pratiquement tout de suite sans fil. Je sais bien qu'il y a des exceptions. Mais c'est des exceptions. La grande majorité, c'est du sans fil. La voiture, déjà, vaut mieux. Vaut mieux, c'est plus facile. Alors, l'autre aspect, c'est que dans les technologies sans fil, il y en a une qui est plus universelle que les autres. C'est quand même les technologies cellulaires, 2G, 3G, 4G. On a le droit de faire autre chose, mais c'est tout de suite plus particulier. Le Wi-Fi, c'est à la maison, ça se transporte moins facilement. Bon. Donc, la 4G participe-t-elle au tout connecté? Alors, on a tendance à associer la 4G au haut débit. C'est exact, ça a été créé pour ça. Sur cet aspect-là, mon avis personnel, c'est que non, ça ne participe pas au développement du tout connecté parce que la plupart des machines ne nécessitent pas de haut débit. Alors par contre, il y a une petite extension peu connue de cette norme qui va permettre également de faire des télécommunications à basse consommation. D'accord. C'est une évolution qui n'est pas disponible dès aujourd'hui, mais qui arrive. Et là, par contre, faire des télécommunications à basse consommation, c'est extrêmement important. Ça permet d'économiser du temps de batterie et la plupart des objets connectés seront sur batterie. Donc je pense que sur cet aspect-là, cela va considérablement contribuer au développement du tout connecté. Ceci dit, c'est pas tout de suite. Il faudra peut-être attendre 2015-2016 pour que ça soit concret. Messieurs, oui. Oui, ce qui est important dans ce que dit Yann, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de technologies, y compris issues de l'hertzien, non filaire, qui permettent d'asseoir ce dont on parle, c'est-à-dire le machine-to-machine et le tout connecté. Pour ce qui est de l'hertzien, il faut bien savoir que le spectre hertzien, c'est une ressource rare, et donc il se pose avec le problème du tout connecté, quelque chose qui est connu, sur lesquels déjà les chercheurs travaillent, c'est qu'on va avoir une augmentation, une inflation phénoménale du volume de données échangées sur ces réseaux filaires. Et effectivement, avec ce volume de data qui va être échangé, qui va transiter sur ces réseaux, il se pose la question de savoir si finalement on a besoin d'avoir un tuyau gros comme ça pour faire passer finalement des communications qui, en termes de bande passante, pourraient être véhiculées sur des supports moins gourmands. Et en corollaire, ça ouvre un autre chantier sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir un petit peu plus tard, c'est le problème du big data, c'est-à-dire ce volume de données qui transite aujourd'hui va être colossal. Et derrière, il y a beaucoup de choses à faire avec ces données-là encore. Et ça, c'est un des enjeux pour beaucoup d'acteurs qui ont su se positionner là-dessus. Encore une fois, ça ouvre énormément de perspectives en termes de business. C'est vrai que tout ça, ça soulève deux problèmes. C'est peut-être dans les questions qui vont tomber peut-être après. Je ne sais pas encore. Le premier, c'est comme disait Thierry, il y aura de plus en plus de choses qui vont communiquer par les voies sans fil.
Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre... Excusez-moi de vous couper, mais est-ce que c'est pas déjà le cas depuis 6 ou 7 ans avec l'arrivée des smartphones? Est-ce que c'est déjà le cas? Ça risque à mon avis de s'aggraver. Et donc il y a un moment, on commence à en discuter, je crois, avec les pouvoirs publics, vient l'idée de qui va avoir la priorité. Au jour d'aujourd'hui, il y a des systèmes de priorité. S'il y a un appel d'urgence qui part, il est prioritaire sur toutes les autres communications. Mais demain, il va peut-être avoir des niveaux hiérarchiques et on sent dans les discussions, on voit bien qu'il y a des services qui vont être proposés différemment. Il y a peut-être certaines communications qui vont être un peu plus premium, qui vont être un peu plus prioritaires sur les autres. Enfin, il y aura des phénomènes de congestion, pas partout, pas race campagne, mais sur Paris, on peut imaginer que si on se met à connecter tous les objets, il y a un moment ou un autre, ça risque de coincer. En fait, il y a deux valeurs. La première, c'est la quantité de données. Et là, il faut admettre que les smartphones font très fort. Avec les téléchargements sur les sites de vidéo, les réseaux hertziens sont très vite congestionnés. Donc les programmes de mise à jour des réseaux pour tous les opérateurs sont extrêmement lourds. Tout ça juste pour tenir une courbe de croissance qui est juste hallucinante. Ouais. C'est du x2 tous les 6 mois. Enfin, c'est impressionnant. Donc ça, c'est une première donnée. Et elle ne concerne pas le machine-to-machine ou le tout connecté. C'est vraiment purement un phénomène smartphone. Donc le deuxième point, c'est la multiplication du nombre de connexions. Et c'est très différent. On va croire que parce qu'on a 1000 machines qui ne consomment rien, elles ne coûtent rien. Mais ce n'est pas vrai, en fait. On est en permanence en train de leur garantir qu'elles pourraient accéder à l'interface hertzienne si elles le voulaient. 1000 machines, c'est facile. 10 000, c'est un peu plus difficile. Et quand on commence à monter au million, c'est de plus en plus difficile. Donc je pense que là, technologiquement, c'est là que ça va se trouver un des challenges à venir. On a des réseaux taillés pour des dizaines de millions de connexions, puisqu'il y a quand même ce parc. S'il faut monter à des centaines de millions, on va peut-être avoir besoin de faire quelques mises à jour. J'ai pas eu le temps de développer mon deuxième point. Je vous en prie. Mais je pense qu'il va faire réagir. C'est toute la problématique de qu'est-ce qu'on fait de cette information. Parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où on dit connexion intelligente, on dit des informations qui ont circulé de tout genre, comme tu disais, le biscuit qui va dire je suis là, jusqu'à des données de patients qui sont connectés et à qui on a mis une petite puce pour savoir quel est leur taux de cholestérol, leur taux de glycémie, etc. Donc, comme disait Thierry, il y a le problème du stockage et il y a le problème de l'utilisation. Voilà. Et ça va être, peut-être même avant qu'on ait le tout connecté, il y aura des discussions là-dessus. Parce que finalement, le débat, je pense, pour moi, il commence par l'appartenance. C'est-à-dire à qui appartient, à qui a la propriété de cette donnée. Si moi, j'ai cette petite puce qui donne mon taux de glycémie, ce taux, c'est le mien. Donc a priori, il m'appartient. Vous êtes formidable parce que ça a passé une belle transition avec la question suivante de Majid. Bonjour messieurs, quelle place sera à l'avenir réservée à la sécurité de nos données personnelles dans ce monde tout connecté? Faudra-t-il définitivement faire une croix dessus, comme cela semble engagé via l'omniprésent réseau social commençant par Face et finissant par Book? En plus, il est drôle, Majid. Oui. Bon, je ne sais pas de quel réseau social il s'agit, mais alors l'idée c'est que c'est pas un sujet de demain. On n'a pas besoin du tout connecté pour se poser ces questions. C'est présent tout de suite. Donc, enfin, je veux pas dire c'est hors sujet, c'est pas exact. Mais c'est vrai que le tout connecté va multiplier les possibilités de prise de données. Donc, on peut se dire que le danger est encore plus grand, mais on n'a pas besoin de l'attendre. On peut tout de suite se poser ces questions et demander que le cadre d'emploi, de propriété des données soit non seulement peut-être mieux défini, mais aussi derrière, quand il y a des règles, qu'elles soient appliquées, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ces sujets, à mon avis, sont très présents. C'est tout de suite et vaut mieux qu'ils soient réglés maintenant parce que demain, les enjeux seront encore plus grands. Et ça sera plus simple si les règles sont déjà définies. Mais ça rejoint, là, on rejoint le sujet de la première table ronde, du premier débat, qui parlait d'irréputation. Et effectivement, les dangers sont déjà là, les problèmes sont déjà là, et le cadre légal est là, mais effectivement, est-ce qu'il est respecté ? Je crois que le cadre légal, il est un peu compliqué à faire respecter, parce que on a tendance à oublier que les technologies, quand ça démarre et quand on les lance, ça part dans tous les sens et ça va bien plus vite que le système de législation. Une législation, ça prend plusieurs années à mettre en place. Quand on voit Adopi, pour pas la citer, c'est quand même des années de travail pour un résultat. Médiocre. Oui, on peut le dire. Donc moi je pense que le problème qu'on a à l'heure actuelle sur le tout connecté, c'est que si le débat législatif avance pas vite, ça bloque le business. C'est ce que disait Thierry. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des services qu'on va hésiter à lancer
Parce que si demain on nous dit qu'ils sont illégaux parce que les données qui sont traitées, on n'a pas le droit de les traiter ou pas le droit de les utiliser à des fins commerciales, bon, on risque d'avoir voilà, de gros soucis. Il y a eu quelques années, il y a eu un débat, je crois, au niveau des États-Unis, au Sénat américain, pour savoir à qui appartenaient les traces qu'on laisse sur Internet. C'est-à-dire, quand on va sur Google, on laisse des traces, etc. Alors le débat, après il y a eu une présidentielle, donc le débat c'est un peu oublié. Mais si demain on dit que les traces nous appartiennent, eh bien Google ne peut plus faire son business, puisque Google fait ce business sur des traces que l'on laisse. Donc en fait, il y a vraiment une grosse problématique de à qui ça appartient, comment ça peut être utilisé et tout ça. Et quand on aura répondu à ça, le cadre sera fait, on pourra lancer à mon avis du business. Alors pour le M2M, ça pose peut-être moins de problèmes, mais pour l'humain, on va dire un peu plus connecté, ça pose énormément de problèmes. Je ne suis pas convaincu que le M2M en soi, ça pose moins de problèmes. Hein. C'est-à-dire, c'est pareil, si tu as des piratages et que tu arrives à mettre la main sur des données qui sont échangées par des automates, par exemple sur une chaîne de production, je veux dire, le terrorisme, malheureusement, c'est pas uniquement poser des bombes. Ça. Le terrorisme, le cyberterrorisme, c'est vraiment quelque chose de très prégnant aujourd'hui dans notre société. Donc, typiquement, c'est pas aussi neutre que ça. Mais encore une fois, je dirais que pour rebondir sur ce qu'a dit Yann, au-delà du tout connecté, ou si on laisse le tout connecté de côté en sachant que la problématique va prendre de l'ampleur, hein, il suffit de regarder ce qui se fait, les questions que vous avez abordées lors du précédent atelier autour des réseaux sociaux. C'est-à-dire aujourd'hui, pour ne pas le citer, celui qui est situé à Palo Alto, ça pose un certain nombre de soucis quant à ce que les Nord-Américains appellent privacy, c'est-à-dire la vie privée. C'est-à-dire que typiquement, c'est pas neutre, c'est pas anodin. Et donc là, il faut légiférer, en sachant que là, l'acteur en question, pour ne pas le citer, Facebook, a pris quand même beaucoup de liberté par rapport à ce qu'il pouvait faire concrètement, du moins en France. C'est un pari qu'ils ont pris. Hein. Ils ont choisi délibérément de violer un peu les règles en se disant ça va passer. Ça reste à prouver. Je vous poserai la question après parce qu'après on va dériver. Mais j'avais une question justement sur votre idée de modèle économique et qu'il fallait faire du business. Et je trouve que l'exemple de Facebook est un peu un contre-exemple. Enfin bref, on en reparlera après, éventuellement si on a l'occasion. Une question de Jean-Charles qui est un de vos anciens étudiants, Thierry. Bonjour Jean-Charles. Le tout connecté impose pour les entreprises de repenser leur business model. Quel est votre avis sur la viabilité économique de tout connecté? Alors, la viabilité économique du tout connecté, elle sera ce que c'est pas tout, c'est de tout connecté. C'est-à-dire, on se passe en amont. Encore une fois, on peut faire plein de choses. On peut connecter plein d'objets. Encore une fois, il ne s'agit pas de les connecter pour le plaisir de les connecter. Et donc, si on réfléchit à finalement la création de valeur qui est associée à la capacité précisément à connecter des objets, c'est là que tout doit commencer. Le point de départ, c'est je crée de la valeur. Combien de valeur je crée, pour quel type de client, et comment derrière je vais être capable de mettre en place le business model qui va me permettre de monétiser. C'est-à-dire monétiser, c'est un terme barbare pour dire que celui ou celle qui a mis en place ça récupère finalement des revenus qu'il peut empocher pour développer, améliorer ses services. Donc pour avoir une réflexion très très globale, je dirais que tout est à inventer encore une fois au regard des services auxquels on pense, des cibles qui sont visées, et tous les services ne seront pas viables économiquement. Et encore une fois, là, il faut tenir compte de ce que peut faire la technologie, et puis en corollaire des possibilités associées à la monétisation. Je crois qu'il ne faut pas qu'avoir la vision client. Je pense que derrière le tout connecté, tu l'as dit tout à l'heure, Yann, il y a une question d'économie de coût. Donc sur le business model, il y a un impact côté coût. C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir, avec le tout connecté, proposer la même chose qu'avant, mais de manière plus efficace en termes de coût, en matière énergétique, etc. etc. Donc il y aura une économie probable de ce côté-là, donc pas forcément côté uniquement proposition de service, mais sur la partie coût. Et ça, c'est pas négligeable pour une entreprise, gagner 5, 10 ou 15% d'économie de coût. Oui. Je confirme effectivement les économies de coût, c'est-à-dire en fait les efficacités qu'on gagne, sont très importantes dans le domaine industriel et c'est un des principaux moteurs de développement de ces technologies. Un exemple tout simple, quand on envoie quelqu'un sur le terrain, ça coûte une demi-journée, voire une journée. Quand on a l'information au bout d'un clic, on a économisé tout ça. Ça fait beaucoup d'argent et ça, c'est juste la première étape, c'est celle qui permet de gagner le contrat, je dirais. Une fois que le client a la technologie entre les mains, il se rend compte qu'en plus, il est beaucoup plus agile et il peut faire des nouvelles choses qu'il ne pouvait même pas espérer faire avant. Donc c'est le deuxième effet qui se coule. À ce moment-là, ce n'est pas seulement de l'économie de coût. Je pense que c'est dans cet ordre-là que c'est en train de se développer aujourd'hui.
Bon, alors je me lance sur ce que je voulais dire tout à l'heure parce qu'on est quand même dedans sur les modèles économiques. On parlait de Facebook tout à l'heure et vous disiez, et puis par ailleurs vous disiez qu'il fallait trouver un modèle économique, que tout ça c'était à monétiser, etc. Est-ce que justement Facebook c'est pas le contre-exemple? Est-ce que le M2M va pas être le foyer de nouveaux contre-exemples? Je m'explique. Facebook, je sais pas, vous avez tous vu Social Network. À un moment, le fondateur de Facebook dit, il y a son collaborateur, enfin son complice qui cherche qui cherche de la pub, et lui dit non, on va pas chercher de la pub parce que it's cool. Facebook, c'est cool. Et en fait, ça s'est lancé là-dessus. Ça a été un succès planétaire. Il n'y a pas eu un sou de chiffre d'affaires pendant longtemps. Et puis ensuite, ils sont rentrés en bourse. La nature ayant horreur du vide, on s'est rendu compte qu'on avait surestimé sa valeur, etc. Et on est revenu à des choses. Mais n'empêche que pendant 4-5 ans, c'est quelque chose qui a eu un succès planétaire, qui n'était absolument pas indexé sur une valeur économique et sur un business model. Est-ce que dans le M2M, je reviens donc dans le sujet quand même, on va pas avoir la même chose? C'est-à-dire, si des machines sont connectées, est-ce que ça va pas créer des nouvelles communautés? Est-ce que ça va pas créer de nouveaux usages complètement en dehors de vos esprits, justement, extrêmement rationnels et très business? Des communautés de machines comme dans Matrix. Non, mais ça peut aider des gens à, je sais pas, moi j'en sais rien, justement, si je savais. Alors, ce qui va se passer, je pense, c'est qu'on va avoir beaucoup d'objets connectés qui vont apparaître juste parce que ça fait parler, ça fait du buzz, et ils seront totalement inutiles et ça va pas prendre longtemps à s'en rendre compte. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de déchets. Je ne crois pas que le modèle Facebook puisse se répliquer. C'est un modèle qui fondamentalement n'est même pas lié à Facebook, il est lié au modèle capital américain où des capitaux risqueurs sont capables de mettre des sommes relativement importantes, en tout cas aux critères français, sur des périodes relativement longues en disant c'est pas grave pour les bénéfices, on dira plus tard. Et ça, il n'y a pas que Facebook qui y a eu droit, il y a plein de startups dans beaucoup de domaines et ça dépasse largement l'industrie d'Internet. Oui, mais excusez-moi de vous couper, ce qui est intéressant dans le cas de Facebook, vous avez parfaitement évidemment raison sur le plan économique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un service qui n'a pas trouvé sa logique économique devienne une espèce de must mondial et que donc le besoin est satisfait avant même que l'utilité économique et que la valeur économique soit démontrée. Et est-ce que dans le M2M, il ne va pas y avoir des gens qui vont avoir envie, je ne sais pas moi, C'est exactement ce que je viens de dire. En fait, ce modèle n'est pas praticable en dehors de cette sphère relativement protégée des capitaux risqueurs américains. Vous voulez faire ça en France, essayez toujours. Vous allez vous faire écraser dès la première année et vous n'irez pas plus loin. Ce qu'il faut garder en tête, effectivement, si on garde encore une fois comme exemple, comme vous l'avez fait Facebook, c'est que je pense que de toute évidence, on va voir émerger de nouveaux services et donc on corollaire certainement des communautés associées à ces services et qu'on peut très très bien se retrouver effectivement dans des situations à la Facebook, c'est-à-dire où on a vraiment une fonction sociale et un besoin qui est satisfait par une offre de service, mais en corollaire, il est difficile de la monétiser. Donc je pense que ce n'est pas incompatible et je pense qu'à fortiori, on a une grosse probabilité de se retrouver dans ce type de contexte, c'est-à-dire répondre à une attente sociale, un besoin, latent ou pas, mais avec des problématiques liées à comment je gagne de l'argent. Je réponds d'accord à un besoin social, mais je dois gagner ma vie aussi et je dois faire gagner ma vie aussi aux acteurs de mon écosystème. Alors, attention aussi, souvent dans le tout connecté, il y a une notion de hardware qui va avec, ouais, bien sûr. Et ça freine beaucoup. Hein. Oui, bien sûr. Autant Facebook et même Google, je pense, c'est un autre excellent exemple qui a pris beaucoup d'années avant de générer du chiffre d'affaires, beaucoup plus longtemps que Facebook. On sous-estime la vitesse à laquelle Facebook est devenu rentable. En fait, c'est du soft. Et ça, c'est très important. Ça permet de maîtriser un peu les coûts. Si on a une application qui dépend du hard et qui devient explosive, elle génère des coûts explosifs. C'est pas soutenable. Alors, une question de Marie. Le tout connecté dans les entreprises, comment les entreprises font pour adapter ce concept au travail? Très bonne question. Ça, j'ai envie de dire, il y a eu le tout connecté en entreprise. Le premier exemple, c'est le télétravail. Et ça, c'est les années 80. Voilà les premiers exemples. Donc là, il y a peut-être avec l'amélioration des technologies une amélioration de ces choses-là. Ça, c'est un premier élément qu'on peut avoir en tête. Le télétravail, ça reste quand même l'Arlésienne. Ça dépend des pays. Ça se fait, ça dépend beaucoup des cultures d'entreprise, mais dans pas mal de grands groupes, tu as quand même l'obligation d'être présent. Vu le nombre de réunions qu'il y a dans les grands groupes. Mais effectivement, ça pose une vraie question, c'est-à-dire que, si on creuse le sillon sur ces histoires de télétravail, on peut imaginer effectivement tout un tas de dispositifs qui permettront à l'employeur, cette fois-ci, de s'assurer que quand le salarié dit je travaille à la maison, qu'il est bien à la maison et d'avoir un certain nombre de métriques qui permettront de s'assurer qu'il dit ce qu'il fait.
Mais encore là, on retombe sur des problématiques de privacy, de vie privée. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une intrusion finalement de l'entreprise dans la vie privée du salarié? Ça pose des questions, effectivement. J'avais envie de donner un exemple qu'on a vécu tous les deux. Il y a quelques années, on est allé en Suède, dans une petite école d'ingénieurs qui s'appelle BTH à Karlskrona. Et on a visité l'école. D'accord, et on était avec un collègue de là-bas et en visite, et il n'y avait pas de salle de cours, il n'y avait pas d'amphithéâtre. Et en fait, on s'est rendu compte que dans cette école, on était dans le prof tout connecté, puisque les profs y donnaient leurs cours devant un écran d'ordinateur. Les élèves se connectaient. Ils pouvaient se connecter maintenant, d'ailleurs, parce qu'on les a revus récemment, ils se connectent de leur smartphone. Et vous avez vos élèves qui suivent le cours. Donc voilà un exemple de tout connecté qui pourrait être dans l'enseignement, par exemple, supérieur en France ou dans l'enseignement secondaire pratiqué. Hein, alors après, bien sûr, il y a des problèmes de culture, etc. Mais c'est un modèle qui fonctionne très bien. Quand on parlait de problèmes de coût, quand on sait le coût d'un amphithéâtre, et quand on voit le coût d'une connexion de 300 étudiants par Internet, on a compris qu'il vaut mieux que les étudiants se connectent sur Internet plutôt qu'ils aillent dans un amphithéâtre. Donc je pense qu'il y a pas mal de développement, il y a certainement des choses comme ça en entreprise qui peuvent se faire aussi. Dans la pratique, il ne faut pas s'attendre à des révolutions du jour au lendemain. Ce sera des petites évolutions incrémentales. On a parlé tout à l'heure du technicien qui n'a plus besoin d'aller sur site pour vérifier, ou alors il y va une fois qu'on est sûr que c'est vraiment nécessaire. C'est tout petit, c'est pas grand-chose, et pourtant ça change son métier. Et c'est ce genre de petites améliorations continues qui, au bout de plusieurs années, fait que finalement la structure de l'entreprise est bien impactée. Est-ce que ça peut pas aussi épouser des préoccupations des entreprises qui sont parfois un peu moins avouables? Je vous citerai pas le nom de l'entreprise, c'est une grande banque internationale. Je me rappelle, on devait faire un événement en direct depuis une salle de réunion et on avait demandé donc de débloquer le Wi-Fi. Et on n'avait pas été assez précis, c'était peut-être de notre faute, on devait avoir 3 accès, pas un seul. Et donc il y avait un seul accès qui était débloqué. Et la personne qui devait faire débloquer, qui était à Paris, donc qui devait faire débloquer dans la salle les 2 autres accès Wi-Fi, a appelé en Inde, parce que c'est depuis l'Inde qu'on avait la main sur la salle de réunion et ses accès Wi-Fi. Est-ce que là, du coup, c'est pas de la régression ? Moi, je sais pas. En matière de technologie, vu à quelle vitesse ça circule, la notion en fait de distance n'est pas pertinente. En matière pour une information, le fait que le déblocage d'une information, ça vient d'Inde ou ça vient de Japon ou de juste à côté, ça c'est pas pertinent. Ça va aussi vite. Donc, moi, ça me choque pas vraiment de voir qu'on puisse faire ça de l'Inde. C'est une question de coût là-bas, on a bien compris. Hein, l'Inde, c'est beaucoup moins cher en termes de coût, donc c'est pour ça. Maintenant, je suis pas sûr que ça dure bien longtemps. Hein. Il y a quelques temps encore en Europe, les pays de l'Est, c'était moins cher. Hein. Puis finalement, petit à petit, voilà. Donc je pense que l'Inde et la Chine, ça va connaître le même trend dans les 20 prochaines années. Alors, une question de Balino59. À la maison, on parle depuis longtemps de connecter le frigo, les volets, l'alarme, la webcam. Où en est-on exactement ? Effectivement, là, rentrons dans le concret. On en parlait un petit peu tout à l'heure en aparté avec Yann et Denis. Il y a un domaine, par exemple, qui fait clairement référence à la question posée par notre internaute, qui est la domotique et l'imotique. Alors, la domotique, encore une fois, pour ne parler que de la domotique, ça fait 40 ans qu'on parle de domotique, de maisons intelligentes. Alors, gageons que les développements dans le M2M vont donner un nouveau coup de booster à ce domaine-là. Ça reste à voir. Maintenant, effectivement, là, l'imotique, c'est les immeubles. Ça va va être la même chose appliquée à des immeubles avec des problématiques connexes, hein, sécurité ou voilà. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, beaucoup de choses qui sont déjà faites. Ça va dépendre encore une fois des capacités d'idéation et des capacités d'innovation des acteurs pour ne parler encore une fois que de la domotique, quoi. On a tendance à imaginer une maison du futur qui serait extrêmement intelligente, voire vivante. Hein. Je ne pense pas qu'on va en arriver là, du moins pas très vite. On a bien vu que depuis des dizaines d'années, bien que des technologies soient été présentes, elles ne se sont pas développées. Personne n'en a besoin en fait. Personne n'a envie de voir sa maison transformée en une sorte d'animal qui prend des décisions à notre place. Donc il y aura des améliorations incrémentales petit à petit, de temps en temps. C'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas. Par exemple,
quand on veut chauffer sa maison à distance pour qu'elle soit chaude quand on arrive et qu'on a 1 heure ou 2 de route à fait faire, c'est réalisable. quelque chose de très bien. Ça. C'est quelque chose qui existe déjà. Qui Et on existe disait, déjà. même quand ça existe, on ne l'utilise pas forcément. Oui, tout à fait. Oui. Donc voilà, même quand la techno est là, on n'a pas forcément envie de l'utiliser. Et donc tout ça, ça a constitué des freins à l'usage dans le foyer, qui reste un endroit où on a envie avant tout d'être au calme. On n'est pas en train de se battre avec la technologie. Il ne faut pas oublier la faiblesse de tout ça, hein, parce que là on parle beaucoup de la domotique. Elle a une faiblesse, c'est il faut de l'électricité. Ouais. Et par exemple, il y a eu alors là, ça fait un peu le drame du chat, mais il y a eu des cas dramatiques de petites grand-mères qu'on connectait avec un truc pour voir si elle tombait ou pas. Et puis elle tombe, puis ça tombe au moment d'un orage. L'électricité a sauté, la connexion Internet ne fonctionne plus, puis la petite grand-mère, elle reste là 4 heures. Tu sais ce qu'on dit. Parce qu'en fait, c'est une question, toutes ces choses qu'on connecte, en dehors des batteries, etc., ça a besoin d'énergie. Hein. Donc, et c'est ça peut-être qui fait aussi un peu la réluctance des gens, on va dire, à utiliser. D'accord ? C'est-à-dire que voilà, on a tous eu, je sais pas, moi j'ai des volets électriques. Bah, c'est vrai que quand c'est collé pas d'électricité, donc voilà. Ça reste des cas comme anecdotiques, hein. Pas de chance pour la vieille dame. Non, c'est pas si anecdotique que ça. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'en matière de défense, on travaille sur des systèmes énergétiques qui soient complètement découplés du reste. Parce qu'à l'heure actuelle, si on fait sauter le réseau électrique, on a arrêté l'activité économique. Hein. Oui, récemment, on a bien vu à New York que c'était pas... De fait, on est déjà totalement dépendant de l'électricité. Hein. C'est pas que la lumière. Hein. Je pense pas qu'on puisse vivre sans frigo. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, on a déjà cette dépendance, mais c'est vrai que là, on l'aggrave pratiquement pour tous les domaines. Si la porte a besoin d'électricité pour s'ouvrir, c'est encore plus grave. Finalement. Donc, je suis d'accord avec cette remarque. Une question de Tanger en matière de santé. Quelles vont être les applications les plus révolutionnaires en matière de santé? On en a vaguement parlé tout à l'heure, mais on peut peut-être rentrer dans le détail. La plus révolutionnaire, c'est ce qu'on a tendance à appeler le patient connecté. C'est la personne à qui il va falloir vérifier de temps en temps son taux de glycémie, son taux de cholestérol, sa pression artérielle, tous ces éléments. Et le docteur pourrait à distance, en lui envoyant un mail, lui expliquer qu'il faut légèrement changer sa prescription médicale ou des choses comme ça. Donc ça, c'est la plus grande avancée. Elle est intéressante parce que c'est c'est un contrôle précis du patient quand, par exemple, il sort de l'hôpital. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire dans les hôpitaux, et non pas que pour des questions de coût, c'est de faire sortir les gens de l'hôpital vite, parce que ça évite d'attraper les maladies nosocomiales, etc. Parce que oui, mais il y a aussi un côté de santé et service. Et donc ça, je pense que c'est une des premières évolutions qu'il y aura en matière, si on reste dans tout connecté. Il y a bien sûr d'autres évolutions technologiques, mais qui serait la première. Et puis il y a eu quelqu'un en Italie qui a fait un calcul, qui a calculé que ça ferait économiser 4 milliards d'euros par an à la sécurité sociale italienne d'avoir des patients connectés qui sortent de l'hôpital. C'est quand même pas rien, 4 milliards. Donc ça commence à bouger au niveau européen, à penser à ça, surtout pour des pathologies chroniques. D'autres éléments là-dessus? C'est d'accord. Le domaine de la santé est très important parce que les sommes en jeu sont absolument colossales et la moindre amélioration se traduit immédiatement par un gros chèque à l'arrivée en termes d'économie pour la sécurité. Surtout avec la problématique, pour revenir à la vieille dame, mais sérieusement, avec la problématique de la dépendance qui est vraiment le vieillissement des populations, etc. L'organisation de la dépendance à domicile, c'est pour que les gens restent chez eux le plus longtemps possible. Là, il y a des aspects très intéressants. Question de Lucas. Quel risque pour la santé avec le tout connecté et toutes les ondes? Le fait de griller, quoi, comme une tartine dans un grille-pain. Non, plus sérieusement, je crois que les niveaux d'émission, quand même, maintenant, sont extrêmement bas par rapport... Moi, je serais plus inquiet du GSM et ce qu'il a provoqué en fait en ondes sur moi qu'au jour d'aujourd'hui les ondes qu'on reçoit, parce qu'elles sont quand même beaucoup plus faibles que ce qu'on a pu avoir à une période. Et je passe la première génération de mobiles sur lesquels on pouvait faire cuire un œuf sans problème. Donc moi je pense qu'on va quand même vers des niveaux de sécurité. Les appareils sont plus performants, ils peuvent capter plus facilement des signaux avec des intensités très faibles. Donc non. Oui, il faut être conscient des puissances en jeu, elles sont absolument ridicules. On est quand même dans des ordres de grandeur qui sont dans le milliwatt. On ne fait pas grand-chose de néfaste avec de telles puissances. Et tenter d'ailleurs de découvrir des problèmes sur de telles puissances, c'est difficile, parce qu'il y a tellement de bruit autour qu'on ne sait plus d'où vient le problème. Donc
Alors, je ne suis pas certain que ce soit le bon danger à surveiller. Alors, une question de Simone T. La protection et la sécurité des données, donc on y revient, c'est un enjeu majeur. Si demain il y a une panne ou un piratage, les conséquences pourraient être dramatiques à cause du tout connecté, justement. Quel est votre avis ? Oui, je pense que c'est une inquiétude toute légitime. C'est une question que tous les citoyens, tous les administrés sont en droit de se poser, effectivement. Est-ce qu'on y répond par un calcul tout simplement de risque et de coût-efficacité, de risque. La sécurité n'est pas quelque chose de hasardeux. Ça s'organise de la même façon que si on ne veut pas être attaqué, on prévoit une armée ou on met de la police. La sécurité informatique, c'est un domaine à part entière et c'est pas juste de la chance quand on n'est pas attaqué ou quand une attaque échoue. Donc ça veut dire que compte tenu des enjeux croissants sur ces technologies, effectivement elles ont de plus en plus d'impact sur notre vie au quotidien, donc les attaquer a de plus en plus d'intérêt, je dirais, et bien on augmente la sécurité. Et ça se fait. Il faut juste ne pas oublier de mettre un peu d'argent dans ce domaine-là. En général, personne n'oublie, c'est trop drôle. Oui. C'est surtout que là, en fait, comme on parlait beaucoup de M2M, de ce qui se passe en entreprise, connecter des éléments dans une entreprise, ça veut dire que demain, il y a des petits malins qui peuvent s'amuser avec vos éléments d'entreprise. Donc le niveau de sécurité est un peu plus élevé que ce qu'on avait à l'heure actuelle avec les banques, où on se fait pirater son numéro de carte bleue. Bon, c'est toujours problématique, mais c'est totalement différent. Là, on peut toucher à l'appareil productif de manière beaucoup plus efficace s'il est entièrement connecté. Donc, Puis il y a eu effectivement les affaires récentes. Alors on voit bien que ce ne sont pas des petits voyous, mais carrément menés par des États qui attaquent des équipements industriels d'autres États. Alors bien que ce soit de proches alliés, ça les dérange pas d'entrer à l'Elysée quand ils en ont envie. Donc on voit bien que c'est des problématiques tout à fait concrètes et au quotidien on les rencontre, ce qui veut dire que l'industrie de la sécurité, elle ne découvre pas ces problèmes, elle y bosse déjà. Elle est déjà à pied d'œuvre et je suis relativement confiant. Du moment qu'on travaille ce sujet correctement, on sera relativement bien protégé. Question de JKF. Quel est l'avenir des smart grids ? Vous allez peut-être nous rappeler déjà ce que c'est. Les smart grids. Qu'est-ce que c'est ? Alors, smart grid, effectivement, c'est un terme qui est apparu, je pense, surtout au moment de la première campagne d'Obama. Ça existait avant, mais à ce moment-là, l'intérêt de faire des économies d'énergie, et puis il y avait eu ce blackout sur New York, rappelait que c'était un vrai sujet, ça comptait. Donc, smart grid, c'est comment est-ce qu'on pourrait décrire ça ? On rend le réseau capable de mieux se percevoir lui-même. Il contrôle ainsi ses propres défaillances, ses propres échecs, et il se régule beaucoup mieux. Ça résulte en moins de problèmes, moins de blackouts, de très substantielles économies d'énergie. Et ça, c'est le plus important. Et on parle du smart grid essentiellement pour l'électricité, mais la même technologie, en tout cas les mêmes sous-jacents, c'est valable pour tout ce qu'on distribue. Donc l'eau. L'eau, c'est très important, on perd beaucoup d'eau. Bien sûr, le gaz. Et puis, à une autre échelle, même un circuit logistique à base de camions, quelque part, ça s'optimise aussi. Question de Jésus qui nous dit petit coucou à Yann et Thierry. Vous avez des relations, dites donc Jésus. Bonjour Jésus. Vous voyez qui c'est ou... Oui, c'est un de mes anciens étudiants qui par ailleurs a fait son alternance avec Yann, donc on le connaît. Alors le salon Le Web 12 vient de s'achever hier avec comme thème l'Internet des objets. On remarque que beaucoup de startups positionnées sur ce marché sont françaises. Sera-t-il possible de voir un jour le tout connecté Made in France face aux géants américains tels que Google, Apple, IBM, etc. Faisons ce souhait. Parce que je pense quand même en France, même si Christine Balaguer a récemment écrit un bouquin sur les succès du web à la française, quand même on est passé à côté de pas mal de choses au passage à Internet. On a loupé pas mal de choses. Ouais, donc j'espère que sur le prochain bond technologique... Pour rebondir sur ce que dit Denis et faire écho à la question de ressources, c'est bien qu'il y ait énormément de startups présentes à ce salon-là et donc qu'il y a un dynamisme au niveau des petites pousses, des jeunes pousses dans ce domaine. Le problème, encore une fois, pour qu'on puisse arriver à terme à une situation dans laquelle on est un M2M Made in France, je pense que ça renvoie à une question qui est fondamentale et qui est bien en amont de ça, c'est est-ce qu'on a un tissu industriel qui permet l'émergence de ces jeunes pousses, c'est-à-dire quid de l'accès aux ressources, aux VC, des choses de ce type-là. Est-ce qu'il y a une vraie volonté politique, économique de stimuler la création d'entreprises en France ? On a vu le mouvement des indignés il n'y a pas très longtemps avec un certain nombre d'interrogations qui étaient tout à fait légitimes et auxquelles je pense qu'elles étaient légitimes. Donc en amont, c'est ça.
Non, les Indines et les pigeons, le mouvement des pigeons. Les pigeons, voilà, les pigeons, c'est autre chose. Ouais. Et voilà, donc je pense que c'est très bien qu'on ait des startups françaises qui soient présentes dans ce domaine-là. Maintenant, il tient qu'à nous, et puis qu'à la France, aux politiques, de prendre les mesures pour faire en sorte que on puisse amener le plus loin possible ces startups dans leur stade de développement et que ça se traduise encore une fois par de la création de valeur, des sous pour la France et ses acteurs. Je voudrais juste avoir une note d'optimisme là-dessus. Je pense, oui, effectivement, qu'on a un tissu de start-up sur ce domaine qui est plutôt bon. Donc, évidemment, on peut le gaspiller, mais je pense qu'on a plutôt de bonnes compétences, un bon point de départ sur le M2M. L'impression que j'en ai, c'est qu'il y a vraiment de la place pour l'industrie locale, justement parce que c'est extrêmement éclaté. Voilà, il y a plein de petits besoins. Donc, on ne rend pas plein de petits besoins locaux avec une grosse usine en Chine. Ça ne marche pas. Et donc ça contribue beaucoup au développement de ces PME. Alors ensuite, là où ça ne passe plus, c'est lorsqu'il faut passer à des très grosses quantités. Et là, la Chine devient obligatoire pour l'instant. Mais on l'a dit, on a un mouvement qui fera que d'ici 20 ans, ça ne sera pas si intéressant que ça, finalement, de produire en Chine. Donc je suis relativement optimiste. Ces technologies devraient normalement se traduire par de l'activité en France. Ouais, ça nous permettra de parler d'autre chose que de Florange. Une question de Salinger. Comment le tout connecté pourra être source de développement durable? Je pense à des compteurs électriques intelligents, par exemple. Quelles pourraient être les applications? C'est déjà le cas. Ça se fait déjà. C'est déjà le cas. Compteurs intelligents, EDF travaille depuis un paquet d'années dessus maintenant. Ils ont un site, je crois, en Grande-Bretagne où ils sont très très à la pointe de ce qui se fait là-dessus. Donc ça se fait déjà, on est capable d'avoir des compteurs intelligents, d'avoir un certain nombre d'éléments d'information sur la consommation actuelle, d'avoir des prévisions, donc tout encore une fois un tas de services qu'on peut venir se greffer. Donc je pense que là encore, c'est aux acteurs de se creuser la tête et d'accoucher des nouveaux services. S'il y a bien un domaine où on est certain que ça va se développer, c'est celui-là. Et dans pas longtemps, je dirais, ça sera concret dans 2-3 ans. Mais moi, je pensais que c'était plus l'aspect développement durable. Je pense la question. Oui. Quand on parlait tout à l'heure des économies de coûts qui peuvent être réalisées, c'est-à-dire que quand on a un compteur qui peut faire son relevé tout seul et qu'on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un pour relever, je pense que le bilan écologique de cette activité-là est plutôt positif. C'est-à-dire que ce soit un lien web qui permette de récupérer en fait cet élément-là, ça coûtera moins cher à l'environnement que si on fait déplacer quelqu'un avec une voiture, etc. Alors après, c'est une question de croyance. Il y a des, je me rappelle avoir lu quelque part que les technologies, c'était quand même 3 ou 4% de consommation électrique mondiale, et c'est assez énorme. C'est-à-dire, ça consomme beaucoup d'énergie, mais il faudrait comparer ça à un coût en termes de CO2 ou des choses comme ça. Alors, question de Xavier. Dans 10 ans, quels sont les éléments de la vie quotidienne qui auront complètement changé grâce au tout connecté? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets? C'est un peu casse-gueule comme question, ça, parce qu'en général, on se trompe, mais c'est pas grave. On peut faire un peu de prospective. Oui, là, c'est plus le travail de futurologue ou des gens qui font de la prospective. Moi, je pense que ça va changer. Le travail va changer. Je pense que la manière dont on travaille va beaucoup changer grâce au tout connecté. Les gens vont gagner en autonomie, vont gagner en gestion de leur temps dans la plupart des activités. Ça, c'est un trend qu'on voit très très fort. Ça veut dire qu'il va falloir penser d'autres modèles. Derrière ça, si on pense à ça, il y a des modèles hiérarchiques qu'il va falloir repenser. Donc on se retrouve sur un problème ressources humaines qui va être tout à fait différent. Après, on tombe dans du futurisme, donc l'humain complètement connecté, je sais pas. Ça peut avoir son utilité, mais c'est difficile de percevoir vraiment les choses. Je suis d'accord, aux 3-5 ans on y arrive, mais au-delà c'est très difficile. On est déjà dans la conséquence de la conséquence, c'est vraiment casse-gueule. Donc pour ma part, j'aurais vraiment du mal à donner un exemple. Et donc si on parle à 3-5 ans, est-ce qu'il y a vraiment des modifications concrètes qui sont à portée de main et qui sont quasi dans le domaine sûrs. industriel, oui. On vient d'en parler. Oui. Tout ce qui est dans les économies des chaînes logistiques, de distribution d'énergie, la traçabilité des objets précieux ou chers, tout simplement. Mais ça, oui, là, ça va avoir un gros impact dans la vie de tous les jours sur des objets qu'on touche au quotidien. Je pense qu'on a déjà pas mal de nouveautés comme ça avec les smartphones, les tablettes et tout ça. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de plus que ça, même si on voit des initiatives dans ce domaine. Donc je serais incapable de faire une prédiction, j'en sais rien.
Il y aura pas mal d'automatisation qui va se mettre en jeu. Moi, je pense à Paris, je vois, on automatise de plus en plus tous les métros, etc. Ouais. Ça va beaucoup changer la vie des Parisiens, énormément. Je pense qu'il va y avoir pas mal de progrès comme ça dans les 3-4 ans à venir. Puis encore une fois, au niveau, si on prend un peu plus de hauteur et qu'on raisonne simplement en termes d'innovation, quand on met au point une innovation de produit ou service, on a en tête un certain nombre d'usages déjà auxquels vont répondre ces produits ou ces services. Donc on est dans ce qu'on appelle les usages prescrits par la techno. Au-delà de ça, on sait tous qu'il y a des usages déviants, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre une technologie, un service, et qui va l'utiliser pour faire totalement autre chose de ce qui avait été prévu initialement. Et ce faisant, en fait, si vous mettez ça à l'échelle d'une population, c'est ces usages déviants qui vont aussi quelque part contribuer modestement, mais ils vont y contribuer à faire émerger de nouveaux services, de nouveaux besoins, et gageons que les entreprises seront suffisamment intelligentes pour les adresser, ces besoins, encore une fois. On a fêté les 20 ans d'un usage déviant, je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça. Le SMS, c'est tout à fait ça. Au départ, ce n'était pas du tout prévu pour que des ados attardés s'envoient des messages à longueur de journée. Ça, oui, effectivement, c'est un exemple. Ça semble bien. Je pense aussi, moi, il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, que le tout connecté, si on arrive à le mettre sur tout le territoire, c'est une autre question, mais si on y arrivait, ça va permettre probablement de désengorger pas mal de choses dans les grandes villes et peut-être de retourner à une ruralisation, parce qu'il y a eu quand même tout un phénomène d'urbanisation là, sur les 30 dernières années, et un des espoirs du tout connecté, d'avoir une connexion partout, c'est justement de réinjecter de la vie économique et de la vie tout court un peu partout sur le territoire. On va avoir de la connexion partout, mais je crois qu'à ce moment-là, on se rendra compte qu'il n'y a pas que le problème de la connexion pour faire de la ruralisation. Mais au-delà de ça, encore une fois, je rebondis sur les questions de domotique qu'on a évoquées. Alors pareil, management d'innovation, la domotique, ça a été longtemps qualifié de ce qu'on appelait technologie éternellement émergente. C'est-à-dire, on en parle depuis 40 ans. Ouais. Derrière ça, c'est l'explication, elle est aussi liée à des raisons économiques, problème de politique industrielle, problème d'atomisation des acteurs, un peu comme on en est aujourd'hui. Et donc, si derrière, il n'y a pas de politique économique suffisamment pushy, passez-moi l'expression, pour stimuler un peu tout ça, prendre des mesures qui vont aller dans le sens d'un développement socio-économique, on risque de tourner en rond et finalement beaucoup d'applications qui sont aujourd'hui dans le domaine du M2M risquent de végéter et puis disparaître, ou alors elles vont réapparaître quelques années après, mais ça sera du Canada Dry. Donc je pense qu'il y a une volonté politique qui doit être là, qui doit se manifester par un cadre très très précis à ce niveau-là, encore une fois. Alors, on a encore 3-4 minutes ensemble. Une question d'Olivier M. A-t-on anticipé la dépendance que l'on voit déjà aujourd'hui ? C'est une véritable drogue pour certains, entre parenthèses, sans technologie, perte de sens de l'orientation, perte de mémoire, car on ne cherche plus à retenir l'information, perte de toute anticipation sur la vie quotidienne, etc. Donc les effets pervers de tout ça. C'est un peu extrême, mais par contre, on remarque effectivement que les jeunes populations sont aujourd'hui en permanence connectées et elles vivent de façon permanente connectée. Je me souviens d'une fois une stagiaire, il n'y a pas si longtemps que ça chez nous, qui avait perdu son compte. Alors, c'était pas Facebook à l'époque, c'était encore MSN, ça existait. Ouais. Donc, elle avait en clair perdu tous ses contacts avec tous ses amis. C'était l'horreur. Catastrophique. J'avais rarement vu quelqu'un être aussi catastrophé que ça. Je me dis, c'est pas grave. Mais si, c'était extrêmement grave. Alors, ça, c'est qu'un point de départ. Je constate aujourd'hui que la plupart des jeunes sont en permanence connectés avec leur smartphone, ça tweet, ça SMS tout le temps. Et s'ils n'ont plus moyen de communication, c'est quasiment de la déprime, quoi. Alors, j'irai pas jusqu'à dire ils ont plus le sens commun, ils savent plus rien retenir. Faut pas exagérer non plus. Non, vous les côtoyez tous les jours, en plus. Pas exagérer non plus. L'idée, c'est que on devient effectivement de plus en plus dépendant et de façon intéressante, émotionnellement dépendant à cette connexion. Alors là, il faudrait peut-être avoir des sociologues pour parler de ça. Bon, les sociologues, nous qu'on a dans notre centre de recherche, ne présentent pas un scénario si catastrophique. Il y a pas mal de choses qui se font en ce moment sur tout ce qu'on appelle la culture digitale, les digital natives, etc. Et pour nous qui sommes profs, on ne constate pas que les étudiants aujourd'hui sont moins intelligents qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Pas du tout. Donc je pense pas vraiment. Puis j'ai vu quelques études moi, aux États-Unis sur des enfants qu'on fait travailler plutôt, vous savez, dans la fondation Microsoft, très très vite sur des résolutions de problèmes informatiques, etc. Ouais, surtout avec Microsoft, il y a du boulot. Ils ont des résultats scolaires en moyenne meilleurs que ceux qui ne font pas ça. Donc moi je pense que c'est un problème générationnel. C'est-à-dire que l'air de rien, on n'est pas si vieux que ça.
mais sur les technologies qui sont en train d'arriver, on est déjà suffisamment vieux pour ne pas percevoir en fait que en fait ça fait toujours du lien social, ça fait toutes ces choses-là qu'on faisait avant. Non, mais j'aime bien votre concept de truc d'usage déviant, parce que c'est ça qui est marrant, c'est fondamental. Je veux dire, c'est pareil, enfin toute proportion gardée, quand on parle des pirates, des hackers. Il y a des gens à la London School of Economics, à l'Imperial College à Londres, qui travaillent sur l'utilité sociale du pirate, du hacker. Parce que il y a le hacker, le méchant hacker qui va s'introduire dans un système simplement pour le démonter, pour le détruire. Et ça, il y a beaucoup de sites qui sont victimes d'attaques. Et puis, il y a ceux qui visent en premier lieu l'exploit technologique. Et derrière, c'est souvent l'opportunité de découvrir des failles de sécurité et après, petit à petit, d'arriver finalement à des systèmes qui vont être beaucoup plus robustes. Mais pour revenir à la question de dépendance, encore une fois, je voudrais simplement dire que la dépendance, ça soigne. C'est que c'est aussi une question de choix. J'ai le choix, quand j'ai un smartphone dans ma poche, d'être connecté ou pas. C'est-à-dire, je peux utiliser la fonction téléphonie de base, mais je peux désactiver mon réseau de data pour pas être enquiquiné par l'arrivée des mails qui va tomber. Donc ça se gère. Il ne faut pas considérer que la dépendance est quelque chose qui est imposé, inéluctable. Qui est inéluctable. Ça se gère, la dépendance. Et encore une fois, il ne faut pas avoir de discours dramatiques là-dessus. Moi, j'aimerais rebondir sur le hacker, parce qu'il y a un exemple qui est excellent. On en a beaucoup parlé. On a le logo là sous le nez. Quand l'iPhone a été lancé, l'App Store n'existait pas. Et c'est parce que des hackers ont hacké le téléphone qu'Apple a créé l'App Store. Et après, avec le succès que ça a eu maintenant. Donc là, on a un usage du hacker. C'est un très bon exemple. On n'aurait pas imaginé. Alors, une dernière question de Baptiste. Aurons-nous le choix à terme de ne pas être connecté? C'est un peu ça. Je pense. Moi, j'y suis. Je veux dire, c'est pas le tout connecté, c'est pas quelque chose qu'on va imposer aux citoyens, aux gens. C'est pas le tout connecté tout le temps. Voilà, je pense que dans tous les cas, que ce soit pour les services dont on parlait à la maison, domotique, ou il y aura la possibilité, je pense, un peu comme ça se fait sur l'internet aujourd'hui, l'opt-in et l'opt-out, de dire, écoutez, là, pour cette fonctionnalité-là, pour ce service-là, je ne souhaite pas que les données soient rendues publiques ou utilisées par des tiers. Donc c'est un choix, encore une fois, et je pense que... Je n'ai pas exactement le même avis, parce que je pense qu'on aura autant le choix de ne pas être connecté que le choix de ne pas avoir de voiture et de ne pas avoir l'eau courante. C'est un choix, on peut le faire. Je pense que c'est vraiment pas conseillé, en fait. Et si vous voulez avoir une vie sociale, faites pas ça. Alors, notamment les jeunes, vous allez avoir besoin de cette connexion pour rester en connexion. Mais là aussi, il ne s'agit pas de ne pas du tout être connecté, mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'on peut avoir le choix de ne pas être connecté pendant une demi-heure ou sur certaines activités. Voilà. J'espère qu'il faut qu'il reste un petit cercle privé à soi. Bien sûr. Alors, en tout cas, nous, notre génération, oui, on a besoin de ces moments-là. Moi, je suis toujours sidéré de voir que les jeunes sont tout à fait capables de répondre même dans les toilettes et même quand ils dorment. Donc, il y a eu pas mal de papier sur les toilettes. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de papier sur l'usage du smartphone dans les toilettes. Donc, celle-là. On coupera au montage. En tout cas, je pense qu'il faut être connecté quand on est jeune aujourd'hui. Il ne faut pas se mettre de côté. Moi, je vais rajouter qu'en fait, c'est pas trop un problème de choix d'être connecté ou pas. Je pense qu'il y a un problème éducatif. Il y a un choix d'éducation à faire, c'est-à-dire que les gens qui vont utiliser ces technologies, il faut qu'ils les comprennent, qu'ils les approprient non pas seulement par le service, mais qu'ils savent à quoi ça correspond. Il y a encore des gens qui ne savent pas que quand on met sa photo dans certaines tenues sur Facebook, et si on coche le mauvais bouton, la Terre entière a accès. Et que ça peut revenir, même si on l'enlève, la photo peut revenir 2 ans après. On en a parlé. Donc c'est vraiment pour moi un problème éducatif. Et une fois qu'on aura éduqué les gens très tôt, ça veut dire dans le système éducatif français... il y a une dimension d'addiction aussi qui fait que malgré l'éducation, parfois... Oui, mais l'éducation, ça permet de... ça permet au moins de gommer beaucoup d'excès. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. C'était vraiment passionnant. Moi, j'ai appris plein de trucs. Et donc, c'était le 2e atelier. Il y en a un 3e qui est prévu en tout début du mois de janvier, le 9 janvier à 11h très précisément. Et là, on va parler de l'email. Un vaste sujet. L'email va-t-il disparaître ou non? Vaste sujet qui entend bien le rester, dit Edith de Gaulle. Parce que je pense qu'on n'aura pas fini d'en parler. Enfin, qu'au bout d'une heure, on n'aura pas vraiment fait le tour du sujet. Mais en tout cas, on ouvrira le débat. Et d'ici là, passez tous de très bonnes fêtes et bonne journée avant tout. Au revoir. Au revoir. Au revoir.